Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, on a vu aujourd'hui, ce matin, la Banque de France qui nous parle de 5% du rebond, de croissance en France pour l'an prochain. Vous en pensez quoi? C'est très dur, ça reste toujours très dur parce que on est sujet évidemment à un éventuel troisième confinement, mais 5% c'est réaliste? J'ai écouté le gouverneur ce matin qui parlait de ça et qui lui-même était très prudent en disant on a une énorme incertitude. L'incertitude, effectivement, c'est toujours la pandémie. Si on part du principe que la vaccination sera suffisante pour nous protéger à partir de la fin du printemps, disons, c'est en gros le timing qu'on a. Premier semestre, il y a vraiment deux scénarios. Il y a un scénario où on arrive à garder une situation sanitaire suffisamment bonne pour ouvrir assez largement l'économie, et où donc le deuxième trimestre est un trimestre de croissance positive. Et là, on peut faire une croissance sur l'année qui est entre 5 et 6%. Et puis, il y a un scénario beaucoup plus désagréable où, au deuxième trimestre, il se passe à peu près ce qui s'est passé au quatrième trimestre de cette année. On est obligé de refermer, troisième vague, beaucoup de cas, et on est obligé de fermer. Et on fait, alors, je ne sais pas comment on va faire au quatrième, mais peut-être moins 8 sur le trimestre. Moins 8 sur lequel? Le quatrième trimestre, par rapport au troisième, probablement ça va être de l'ordre de moins 8. Le taux en de France? croissance, oui, en France, oui. Le quatrième sur le trimestre. Pour moi, on était à moins 4, moins 5 Non, ça va être beaucoup plus bas que ça. En novembre, on a perdu 12 ou 13% de PIB, et en décembre, on perd encore 8%. Donc ça va être très négatif. Et voilà. Et à ce moment-là, la croissance 2021, c'est seulement quelque part entre 1 et 2, Donc honnêtement... Il faut éviter à tout prix une troisième vague, un troisième confinement. Moi, je pense, si vous voulez, il y a plein de travaux d'ailleurs très intéressants qui sortent d'économistes sur ce sujet, qu'il n'y a pas en réalité de choix à faire entre santé et économie. Et on s'aperçoit que les pays qui ont le moins de morts, c'est les pays qui ont aussi perdu le moins de PIB et qui ont eu dû le moins dégrader leurs finances publiques. Et ça aussi bien dans les pays de l'OCDE que dans les pays émergents. Et ça vient de ce que si vous ne contrôlez pas la pandémie, à un certain moment, vous êtes obligé... D'abord, ça désorganise votre économie, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne vont pas travailler, etc. Et puis ensuite, vous êtes obligé de prendre des mesures restrictives extrêmement dures. C'est ce qu'on a fait en France. On revient au testé, tracé, isolé. Voilà. Et la pratique asiatique, qui a été un confinement extrêmement dur et assez long, puis une pratique très dure d'isolement des personnes malades avec beaucoup de tests, cette pratique-là, à la fin, elle fait moins de morts et moins de pertes de PIB. Donc on voit que l'économie et la santé sont complémentaires et pas substituables en réalité. Donc moi, je ne sais pas bien faire une prévision de croissance 2021. Alors on peut prendre la moyenne de tout ça, mais enfin en gros, si on arrive à être suffisamment sérieux sur la situation sanitaire, ce qu'on voit tous les jours n'incite pas à l'optimisme. C'est probablement quelque part entre 5 et 6. Et si on n'arrive pas à empêcher une troisième vague, c'est probablement beaucoup moins. Je me rappelle, début octobre, vous étiez là, vous me disiez, on va vers un nouveau confinement. Est-ce qu'on s'oriente aussi en rouvrant... Vers un troisième confinement? En octobre, vous me disiez, on y va, et on y est allé un mois après. Oui. Est-ce que là, on va vers un troisième confinement? Aujourd'hui, la réponse est oui. Je veux dire, si on traite les choses comme on l'a fait cet été, c'est-à-dire on ouvre, on laisse partir, on teste très peu, on n'isole pas, et on laisse les gens faire des bringues à 400 dans des hangars toutes les nuits, effectivement, on aura un troisième confinement et du PIB très négatif au deuxième trimestre 2021. Ce troisième confinement, encore une fois, s'il advenait, il serait vraiment fatal pour le coup je pense que là, c'est mortel. Parce que il faut comprendre même si derrière, il y a la campagne de vaccination qui commence. Et même si, mais on dit que c'est le dernier s'il existe. Mais enfin, quand même, vous émettez un troisième choc. Vous imaginez des entreprises qui, 3 fois de suite, doivent fermer, mettre leurs salariés en chômage partiel, reprendre du crédit. Je ne sais pas comment. Et puis voilà, moi je sais. La volatilité, elle a un énorme coût. La volatilité détruit de la croissance de long terme. Elle détruit du capital humain, elle détruit du capital productif, elle fabrique de la dégradation des bilans. Donc moi je trouve que la bonne stratégie... Alors le gouvernement, comme tous les gouvernements européens, dans le gouvernement français, dit aujourd'hui, on a appris de cet été, on ne va pas laisser la même chose se reproduire, donc on va être sérieux et donc on va éviter une troisième vague et un troisième confinement. Mais est-ce que c'est vrai, Et puis d'abord, est-ce qu'il y a une adhésion de la population suffisante? Quand on voit le sport national a l'air d'être, c'est pas que la France, a l'air d'être de tricher, on est peut-être relativement inquiet. Donc voilà, c'est très dur de faire une prévision de croissance et ça change tout parce que si vous êtes dans la prévision de croissance, disons rose, entre 5 et 6, au début de 2022, vous revenez au niveau du PIB de la fin de 2019.
Et dans la prévision de croissance pas rose, et, vous perdez un an, quoi. Et donc il faut attendre le début de 2023. Pour éviter une troisième vague de contamination et un troisième confinement, est-ce qu'il faut peut-être laisser fermer les lieux qui sont susceptibles, encore une fois, d'accélérer la transmission de la contamination? On pense évidemment au restaurant, au bar, le temps que la campagne de vaccination produise ses effets, en dédommageant évidemment. Alors faisons ça. Le problème, pour que ce soit acceptable, il faut le faire sur une base scientifique. On va voir l'étude CNAM, qui est pilotée par Arnaud Fontanet au Conseil scientifique, qui devrait sortir ces jours-ci, où on aura, sur des données françaises assez récentes, parce qu'on n'a pas grand-chose aujourd'hui, les lieux de contamination en France post-masque, parce qu'on a l'étude américaine qui est dans The Lancet, mais qui est une étude au printemps, puis les Américains, ils ne portent pas de masque, enfin on pense que ça peut être un peu différent. Donc on saura de façon relativement précise où les Français se sont contaminés après cet été, quoi. Et là, il me semble que tant qu'on n'a pas de vaccin, il faut fermer les endroits les plus dangereux. Je ne vois pas d'autre solution que de fermer les endroits les plus dangereux. Le problème pour l'acceptation... sauf que pour eux, c'est la faillite assurée derrière. Il faut les aider, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas réouvrir les endroits dangereux. Et on aura une mesure objective et scientifique, si on peut dire ça, du degré de dangerosité des différents endroits. Aujourd'hui, on ne le sait pas trop, on le fait un peu au nez. Et donc c'est vrai que comme on le fait au nez, ça crée un sentiment d'injustice. Peut-être qu'on ne se contamine pas au cinéma, on n'en sait rien, donc on ne le sait pas. Donc pour l'instant, on est dans le principe, comme toujours, dans l'absence d'une mesure scientifique, mais qu'on va avoir dans les jours qui viennent. Dans l'absence d'une mesure scientifique, on applique le principe de précaution. Quand on a une mesure scientifique, on peut arrêter d'appliquer le principe de précaution et faire des choses qui sont fondées. Mais ce qui n'empêche que je pense que jusqu'à ce qu'il fasse plus beau jusqu'au printemps, il faudra fermer les endroits les plus dangereux, dont on saura bientôt lesquels ils sont vraiment. Est-ce que, Patrick, le deuxième confinement va plus affaiblir l'économie, même s'il est, on le sait, il est quand même moins dur. Est-ce qu'il va plus, au final, affaiblir l'économie française que le premier confinement? Alors, on peut se réjouir sur le long terme. En termes de PIB, c'est nouveau, vous connaissez les chiffres. Au mois d'avril, on perdait plus de 30% du PIB. En novembre, on en perd 13%. Donc on est... Non, même en avril, c'est 40%. C'est 4-1 pratiquement. Et 3-1. 3-1. Posez-vous reprendre. 3-1. Mais oui, mais je me répète, je veux dire, le stop and go, on a essayé d'appeler ça comme ça, c'est très mauvais. Les récessions, ça détruit de la substance économique. Et donc, si vous faites 2, sinon 3 récessions dans l'espace d'un an, vous détruisez énormément de substance économique. Il y a beaucoup de gens dont les compétences ne sont plus utiles, qui perdent leurs compétences parce qu'ils ne travaillent pas. Il y a des entreprises dont les bilans se dégradent. Quand on ferme une entreprise, pour ne pas mourir, elle s'endette, quoi, je dirais. Et donc son bilan est plus... Chaque fois qu'elle se ferme, elle dégrade encore plus son bilan que la fois d'avant. Donc il faut se rendre compte qu'il y a un lien très très important entre la volatilité économique à court terme, l'ampleur de la perte d'activité et la croissance de long terme et la santé des entreprises à long terme. Donc il faut tout faire pour empêcher le troisième confinement. Et à nouveau, les pays, je le dis au début, mais les pays qui s'en tirent le mieux, c'est les pays qui ont été extrêmement stricts sur la question sanitaire. Ils ont à la fois moins de sur le tester, tracer, isoler. D'abord, au début, un confinement extrêmement dur. Regardez la Corée, le Japon, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas. Et ensuite, le maintien d'un nombre extrêmement bas de cas avec des pratiques que nous n'acceptons peut-être pas. Je veux dire, en Corée, dans tous ces pays, au Vietnam... je veux dire, on sait à chaque instant où vous êtes, quoi, parce qu'en gros, vous avez le droit de vous déplacer que si vous êtes géolocalisé. Et donc après, on sait retracer les itinéraires des gens qui ont été malades, et on sait trouver les cas contacts. Et puis les cas contacts, il est hors de question qu'ils ne soient pas isolés. Donc peut-être que socialement, on n'a pas envie de faire ça. N'empêche que pour l'économie, c'est incroyablement efficace. Autre sujet, Patrick, le pétrole. On est à $50 le baril de Brent, au plus haut depuis le mois de mars. 51, je dis à l'instant. 51, voilà. Et le fait que l'or noir est effacé quasiment aussi vite, la crise sanitaire, qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que ce n'est pas un peu trop rapide, encore une fois? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'optimisme de la part des marchés? Il y a deux choses. Il y a d'une part l'Asie est repartie. Il ne faut pas oublier que nous, on est en train de se demander à combien de points de PIB en dessous de 2019 à la fin de cette année, la Chine, elle va être 4 ou 5 points de PIB au-dessus de 2019. Alors que c'est l'épicentre de la crise sanitaire. Voilà, oui, mais l'Asie, qui fait quand même c'est 15 pays de l'accord de libre-échange du RCEP, c'est un tiers du PIB du monde, avec probablement 6% de croissance l'année prochaine.
Et là, ils consomment de l'énergie, regardez ce qui se passe, regardez le pétrole, mais c'est encore plus impressionnant sur les métaux, sur le cuivre, sur le minerai de fer, parce que la Chine consomme plus de la moitié des métaux du monde. Donc, le redémarrage chinois, évidemment, ça tire. Donc les prix de matières premières remontent. Il y a aussi un effet spéculatif, il y a de la liquidité, donc une partie de la liquidité qui s'investit dans les matières premières. Et puis n'oubliez pas que les pays de l'OPEP et la Russie ont annoncé qu'ils remontaient très peu leur production, alors qu'on attendait une assez forte remontée. Ils ont remonté de 500 000 barils de jour. Au lieu de 2 millions et quelques. Au lieu des 2 millions qui étaient en discussion. Et donc il reste toujours une demande, en tout cas une production saoudienne qui est faible. Ça contribue aussi. Donc on a un pétrole qui oscille autour de $50. Je ne crois pas qu'il va monter beaucoup plus, parce que s'il monte plus, les Saoudiens et les Russes voudront produire plus. Il ne peut pas énormément baisser non plus, parce que s'il baisse beaucoup, on arrête de produire du pétrole de schiste aux États-Unis, on n'équilibre pas le marché. Donc on est plutôt dans une fourchette entre 40 et $50. Quoi. On parlait de la Chine, c'est intéressant parce que la Chine a multiplié un petit peu les annonces récemment entre la conquête spatiale, un nouveau record de vitesse de calcul offerte par l'informatique quantique. On a l'éradication quasiment de la pandémie là-bas. Donc pas de récession cette année, ça repart fort, nous dit-on. Cette année, au moins plus 2, sinon plus. Oui. Ouais, pas de récession, au moins plus 2. Au moins plus 2, oui. Est-ce que la page Covid est déjà largement terminée, fermée en Chine? Non, parce qu'ils ont toujours des cas. Quand on voit le rebond. Corée, Japon, il y a un rebond. Mais à nouveau avec une gestion extrêmement dure. Les personnes malades, elles sont isolées, enfermées, mises à l'hôtel. Et puis tout le monde est géolocalisé à chaque instant, toute la journée. Et vous avez le fameux QR code qui vous permet d'aller dans les magasins, de sortir de chez vous, d'aller au restaurant. Donc vous êtes géolocalisé tout le temps. Mais la contrepartie, c'est que ça repart vraiment. La contrepartie, parce que moi, j'avais cru comprendre que les consommateurs chinois étaient un petit peu hésitants quand même. Non, alors c'est très intéressant. Au-delà des riches. C'est très intéressant. J'ai regardé ce qui se passait en Chine maintenant. Parce qu'on peut se dire que ça nous donne une idée des traces durables de cette crise sur les comportements. Donc le consommateur, il est presque totalement normalisé. Le transport aérien est presque totalement normalisé. Les ventes de voitures sont très très fortes. Par contre, ce qui reste faible, c'est l'emploi. On n'a pas du tout restauré le niveau d'emploi d'avant la crise. Et ce qui reste très faible, c'est l'investissement des entreprises privées. Bien sûr, il y a un boom d'investissement public. Et donc on voit que c'est ce que je disais tout à l'heure. Consommateurs... son revenu, ils le dépensent après. Non, c'est les entreprises qui souffrent. Donc on voit, même en Chine, une vraie fragilisation des entreprises du secteur privé, moins d'emplois, moins d'investissements. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Je pense qu'on aura la même chose ici. On aura un consommateur, on l'a bien vu pendant les fêtes, un consommateur qui a beaucoup de réserves d'épargne va consommer beaucoup, peut-être pas son épargne, mais il va reconsommer. Les entreprises vont rester probablement extrêmement prudentes. C'est plutôt ça la trace durable de la crise. Un petit mot aussi de la BCE. Donc, on l'a commenté l'argent la semaine dernière, qui a annoncé finalement ce qui était attendu par les marchés, extension. Un petit peu plus. Un petit ch'touille plus. Un petit ch'touille plus. En même temps, elle peut vraiment faire plus. Alors, la BCE... Elle qui achète 70% des dettes publiques souveraines européennes. L'année prochaine, 100%, parce que les émissions vont baisser. Alors, elle a une contrainte, vous savez, qui est les règles de la Cour européenne de justice, qui vient des 2 plaintes qu'il y a eu à la Cour de Karlsruhe, qui est que la BCE, pour que son programme d'achat de dette soit considéré comme cohérent avec son mandat, est obligée de le mettre en place pour une période de temps connue à l'avance et pour un montant connu à l'avance. Donc la BCE, elle est obligée de nous délivrer sa politique par rondelle. Mars 2022. Donc mars 2022... 1800. Fin 2023 pour le réinvestissement des tombées du portefeuille dans de nouvelles dettes et 500 milliards d'euros d'allonge du programme pandémique PEPP. Qui nous mène à 1850 milliards. Qui nous mène à 1850 milliards. Voilà, 1850 milliards plus les autres programmes qui sont toujours là. Donc ça fait que l'année prochaine, elle va acheter toutes les émissions des États. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de hausse des taux d'intérêt à long terme en Europe l'année prochaine. Pour ceux qui en doutent. Elle n'a pas le droit de faire ce que fait la Réserve fédérale en disant aussi longtemps qu'il le faut et pour autant qu'il le faut. Elle est obligée de nous dire c'est X mois, X milliards. Ça n'empêche pas que dans 6 mois, elle puisse rajouter 6 mois et des milliards. Donc la question, c'est comment ils sortent. C'est quoi la stratégie de sortie de la BCE? Non, mais est-ce qu'elle aurait pu en faire plus, encore une fois? À nouveau, elle n'a pas le droit vraiment. C'est-à-dire que l'arrêt de la Cour européenne de justice... Mais si, elle aurait pu dire, non pas mars 2022, mais décembre 2022, non, mais là, pas 500 milliards de plus, mais 800 milliards de plus. Oui, mais ça ne sert à rien. Non, mais honnêtement, nous savons qu'ils ne peuvent procéder que en feuilleton. C'est forcément un feuilleton à cause des règles et des contraintes. Donc c'est par rondelle de temps et par rondelle d'argent.
Bon, ce qu'ils nous annoncent, c'est qu'ils vont acheter la totalité des émissions des États l'année prochaine. Donc, je veux dire, faire au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. On peut même s'inquiéter de l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une rareté des dettes sans risque énorme. Et donc, en fait, il n'y en a pas assez de dettes sans risque pour les besoins. Pour effet de faire remonter les taux Non, de faire baisser plus. Je veux dire, peut-être qu'on va aller, les taux allemands, ils vont aller à -1, à -1,5, enfin à -2. Enfin, il n'y a pas assez de dettes sans risque. Hein. Et donc, une des limites de cette politique, c'est qu'ils sont en train de créer une rareté artificielle d'une dette dont les investisseurs, ils ne peuvent pas acheter que des actifs risqués. Il faut qu'ils achètent aussi une certaine proportion d'actifs sans risque. Et il n'y a plus d'actifs sans risque. La BCE achète tout. Donc, on peut avoir des taux d'intérêt absurdes dans une situation. Et donc, parce que la demande serait toujours là, et ça pose la question de savoir si la BCE ne devrait pas faire comme la Banque nationale suisse ou la Banque du Japon, c'est-à-dire diversifier les classes d'actifs dans lesquelles elle travaille. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Hein. Les Japonais, vous savez que la Banque du Japon détient 6% des entreprises japonaises en actions. Ils achètent des actions. La Banque nationale suisse, elle achète de tout. Hein. C'est un véritable hedge fund. Et parce qu'ils ne veulent pas justement se concentrer sur une seule classe d'actifs essentiellement, parce qu'il crée une énorme distorsion. La BCE, elle crée une énorme distorsion entre ce qu'elle achète et ce qu'elle achète pas. On en crée moins si on achète un petit peu de tout. Si elle achetait... alors, la théorie de la Banque nationale suisse, qui est très intéressante, c'est qu'ils achètent le portefeuille de marché. Donc, comme ils achètent le portefeuille de marché... Pas de distorsion. Il n'y a aucune distorsion entre les prix des actifs. Ouais. Avant de se quitter, Patrick, juste sondage Natixis IM qui dit que 95% des institutionnels interrogés craignent une correction des marchés en 2021. Vous leur répondez quoi? C'est les instituts, c'est pas les particuliers. J'en reviens à ma question 1, c'est-à-dire, y aura-t-il ou non une troisième vague de la pandémie et un troisième confinement? S'il y a une troisième vague et un troisième confinement, il va y avoir une correction des marchés, et pour les investisseurs, ça sera un formidable point d'entrée dans les marchés. Et une fois qu'on aura le vaccin, il y aura un rallye monstrueux de marché. Ce qu'on a vu sur les annonces des vaccins, c'est qu'un tout petit avant-goût de ce qui va se passer quand la liquidité, avec les annonces des banques centrales, va se réinvestir de façon plus homogène sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc effectivement, il est possible qu'en janvier-février, il y ait une correction assez importante de marché dans l'attente d'un mauvais deuxième trimestre, finalement, si l'épidémie repart, et qu'à ce moment-là, il faudra être massivement acheteur sur les prix plus bas. Mais après le mois de juin ou mai, enfin quand le vaccin... ça va être incroyable, quoi. Je veux dire, on est qu'au début d'un scénario de progression incroyable des marchés financiers. D'ici là, on se sera revu. Oui, et on aura eu le temps de faire semblant qu'on ne l'a pas dit, mais si, voilà. On retiendra la même ligne. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Arthur, chef économiste de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye. Au revoir, David.